On vous présente une émission spéciale Génération Z on s'exprime où l'on va vous présenter les meilleurs moments de la saison. On va aussi partager avec vous ce que les gens nous écrivent via les réseaux sociaux. Bienvenue à ce spécial Génération Z on s'exprime. On se retrouve présentement à l'extérieur des studios de tournage. C'est ici que les collaborateurs et les invités viennent avant l'émission. Et justement, parlons d'émission. Notre première émission portait sur l'intimidation. On a eu évidemment des discussions très animées. On a parlé beaucoup de personnes qui se faisaient intimider, mais on a aussi parlé d'intimidateurs. Dans les solutions que les gens proposent, l'intimidateur est peu souvent présent dans les discussions. C'est niaiseux, mais l'éducation des parents, tu sais, si des parents montrent qu'ils jugent la différence ou peu importe, tu sais, l'enfant va être « OK, la différence, c'est pas bien, il faut que tout le monde soit comme moi. » Il va arriver à l'école, puis ça va paraître. Avant, on n'en parlait pas, c'était pas présent dans les médias. C'est aujourd'hui que c'est de plus en plus présent. On pense qu'il y en a plus, mais il y en a-tu nécessairement plus? C'est juste qu'on en parle plus. Mais ça a toujours été la même situation. Je me rappelle, ma mère me parlait, moi aussi je me suis fait intimider. Tout le monde s'est déjà fait intimider, au moins une fois, puis ça va toujours exister encore. Puis si on parle encore des intimidateurs, imagine le parent qui fait sa super job de parent, là. Il sait pas que son enfant est intimidateur non plus. C'est peut-être un ange à la maison, il est poli, il est tout, mais il est intimidateur. Donc là aussi, il y a un problème, puis il faudrait régler ça aussi, là, parce qu'il doit pas être heureux non plus, l'intimidateur. Là. Non, mais c'est justement, moi, d'après moi, un intimidateur, c'est un cas psychologique à régler dans le sens que si tu vas intimider les autres, si tu as besoin de rabaisser les autres pour te remonter, manque de confiance, c'est parce qu'à quelque part, il y a un manque de confiance, tu as peut-être un passé, un dur passé ou peu importe. On a vu souvent ça là, dans les cas classiques, un dur passé bien intimide les autres. Mais je pense que maintenant, comparé, peut-être qu'il n'y en a pas plus qu'avant, puis il n'y en a pas moins ou peu importe, mais ça peut mieux s'améliorer maintenant parce qu'il y a plus de ressources, beaucoup plus de ressources qu'avant. Les gens en parlent plus, je pense. Les jeunes sont plus confiants à en parler, plus à l'aise. La seule affaire, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment faire connaître les ressources à tout le monde. Par exemple, au cégep, Momo Écoute, de faire de la promo pour ça, dans les écoles primaires, qu'il y ait un organisme ou peu importe, un intervenant qui soit connu, oui, par les enfants, mais par les enseignants, évidemment, mais par les parents aussi, c'est très important. Puis que les parents communiquent avec les intervenants sans que le jeune soit au courant, pas de problème, au moins ils communiquent, ils sont au courant qu'il y a quelque chose. Avant de monter au deuxième étage où se trouvent les salles de montage et la réalisation, notre sujet était l'argent pour la deuxième émission. On avait avec nous un comptable au grand bonheur de nos collaborateurs qui se servaient de lui un petit peu pour faire des économies. On consomme mal, je dirais, parce qu'il y a des besoins qui sont là. Je pense qu'un téléphone cellulaire, c'est essentiel. Oui. Un iPhone, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup trop de monde qui en ont, je pense, pour les besoins qu'on peut en faire. Donc, on consomme, il faut profiter des progrès de la société. Je pense que tout le monde veut participer à ça. Mais on consomme trop de choses pour nos besoins, je pense. On consomme mal. C'est essentiel d'avoir peut-être un cellulaire. Pour d'autres personnes, non. Pour d'autres personnes, oui. Mais est-ce que c'est essentiel, comme tu disais tantôt, Cédric, d'y aller à chaque nouveau? Là. À chaque nouveau, j'en veux un. Même si ça fait 3 mois que je l'ai, je vais quand même me l'acheter, puis me racheter ça, puis me racheter ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Je pense qu'on peut pas nier que la société fait des progrès intéressants. À un moment donné, on dit, ça revient au budget aussi. Il y a un budget, moi, j'aime ça d'un cellulaire, j'aime ça profiter des progrès de la société, donc je vais organiser mon budget, mes affaires dans ce sens-là, et je vais laisser tomber d'autres choses parce que
Si on consomme tout ce qu'on nous présente dans le pareil, bien là, c'est sûr que maintenant, l'argent n'a plus d'odeur, n'a plus de couleur, puis elle nous rend malheureux, évidemment. Et là, un jeune qui est pris, qui a de la difficulté à y parvenir, à gérer son argent, quelles sont les solutions, quels sont les moyens, les outils qu'il a en sa possession pour s'en sortir, pour gérer mieux son budget, finalement? Monsieur Arsenault? Ouais, je pense que ça commence à l'école. Évidemment, à l'école, je dirais l'école secondaire. Hein? Il y a des cours qui se donnent. Mais quelqu'un qui n'a pas eu de cours là, au secondaire? Il y a les proches, les amis, les conseils de certains comptables, de certains financiers, directeurs de compte, ou des amis qui sont dans le domaine de la finance, ou simplement des gens qui savent comment gérer un budget et qui vont donner des conseils pratiques, pas des conseils théoriques. Les conseils pratiques, bon, on commence par tel exercice de finances et on verra la semaine prochaine, le mois prochain où tu es rendu, si le jeune veut se faire accompagner, évidemment. On va mettre votre numéro de téléphone juste en bas de l'écran. Ils vont vous appeler s'ils ont des questions. On se retrouve présentement à la régie où se passe toute la réalisation de l'émission. Tout au long de la saison, on a eu plusieurs personnes qui ont pris la peine d'écrire quelques messages sur notre page Facebook, comme Patrick Carrier qui nous écrit « Donner la parole aux jeunes, c'est non seulement pertinent, c'est également intelligent ». On remercie d'ailleurs tous les gens qui ont pris la peine d'écrire quelques mots sur notre page Facebook. Ces gens-là font partie de la famille Génération Z, on s'exprime. Et parlons de famille, c'était le sujet de notre 3e émission. Voici ce que ça donne. Mais concrètement, s'il y a des personnes qui ont des mauvaises relations au sein de leur famille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comme là, moi, j'ai une mauvaise relation avec ma famille. C'est quoi la prochaine étape que je dois faire? La première alternative que je propose toujours, c'est essayer d'en parler avec la personne concernée. Est-ce qu'il y a toujours... Puis ça, c'est même les relations de couple, là, c'est toujours la même chose. C'est, y a-t-il moyen de s'asseoir ensemble, s'asseoir c'est au sens figuré, et d'être capable de parler? Donc, quand je dis de parler, c'est es-tu capable de tout dire ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses? S'ouvrir à l'autre personne. S'ouvrir en le faisant correctement. Puis, est-ce que cette personne-là peut le recevoir aussi? C'est quoi s'ouvrir en le faisant correctement? Bien, on entend souvent parler au jeu. Tu sais, dans le fond, c'est de dire, à place de dire je suis pas bien parce que tu me tapes toujours ses nerfs, mettons. Là. On dit quand je rentre le matin, c'est tout le temps le bordel ici, tu fais jamais rien. Mais c'est peut-être dire, ben moi, quand je rentre, je me sens pas bien ici. Puis je pense qu'on a toute une part de responsabilité. Puis qu'est-ce qui arrive quand on parle souvent, puis qu'on veut parler de nos états d'âme, on oublie qu'on est aussi responsable de cet état d'âme-là. On transfère la responsabilité, c'est l'autre, c'est toujours l'autre. Nous, on n'a rien à se reprocher. Est-ce que vous avez déjà eu des accrochages, des conflits, et comment vous avez fait pour y remédier? Ben moi, par exemple, avec ma mère ou mon père, c'est souvent arrivé, avec mes frères aussi. Mais ben on a la communication facile dans ma famille, fait que c'est sûr. Raconte-nous ça, là, qu'est-ce qui arrive? Ben écoute, il y en est arrivé des affaires, mais non, mais tu sais, c'est juste un accrochage, c'est niaiseux, mais c'est un accrochage comme ça qui arrive, mais là, on part fâcher chacun de notre bord, mais après, tu finis par faire OK, là, gars, là. Je pense que quand il y a une c'était niaiseux, là, ben oui, c'est ça. Puis là, on passe à autre chose, tu sais, puis c'est ça aussi, tu sais, des fois aussi avec mon père, on chicane au téléphone. Prendre du recul, des fois, pour mieux évaluer la situation. C'est ça, là, tu fais comme OK, moi aussi, c'était niaiseux, lui aussi, c'était niaiseux, on est niaiseux, bon, OK, tout le monde est niaiseux. C'est ça. L'une de nos émissions la plus intéressante portait sur le stress. On a posé évidemment la question de la semaine sur le stress qui était « Qu'est-ce qui vous stresse dans la vie ?» On a recueilli quelques réponses assez intéressantes. D'abord de Jérémy qui dit « Ne pas avoir le temps nécessaire pour tout faire me stresse énormément ». Et de Kenza qui dit « D'être en retard, ça me stresse et elle est certainement pas la seule ». Voici les meilleurs moments de notre émission sur le stress. Comment pensez-vous qu'on peut surmonter le stress? Bien, je pense de juste prendre le temps. C'est niaiseux à dire, c'est anodin, mais tu sais, s'arrêter un peu, là, puis faire comme « Wow, là, je respire tranquillement ». Tu sais, surveiller sa respiration, c'est super bon. Moi, je prends des cours de théâtre, puis on m'a appris à comment bien respirer. Puis comment on respire bien? Bien, la respiration abdominale. Donc, tu respires, tu prends une inspiration pendant 3 secondes, puis là, tu arrêtes 2 secondes, puis après, tu expires. Fait que tu gonfles ton ventre, tu dégonfles ton ventre. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui l'essaient. Tu expires pendant 6 secondes, puis
puis ça fait du bien parce que là, tu te concentres là-dessus, tu te concentres pas sur toutes les choses que tu as à faire ou blablabla. Puis ça repose, ça relaxe. Puis tu peux faire ça dans le métro, dans l'autobus, en marchant, blablabla. Il y a des personnes qui ne sont pas capables de méditer. C'est beaucoup de personnes qui me le disent, moi je suis pas capable, puis même moi j'ai de la difficulté à méditer. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma tête. Oui, mais c'est parce que les gens... Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est un moyen qui est fait pour tout le monde? C'est parce que les gens pensent que la méditation, comme j'ai dit tantôt, il faut être assis puis dans le silence. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a différents types de méditation. Il y a même la méditation en mouvement. D'ailleurs, le yoga, dans les postures, faire les mouvements, c'est un type de méditation. Alors, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'éducation en lien avec c'est quoi la méditation. Écouter de la musique qui nous fait du bien et juste se laisser concentrer sur le rythme peut devenir une forme de méditation. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent la musique et le mouvement du corps comme un moyen, même les soufistes, qui est une approche, on va en méditation en tournoyant, vous voyez. Alors, c'est qu'il y a une mauvaise conception ou une, entre guillemets, ignorance de c'est quoi la méditation, que les gens pensent c'est juste être assis puis de ne pas bouger. C'est pas ça. Il y a beaucoup de méditations qui sont accessibles. Aller prendre une marche dans la forêt en écoutant les oiseaux. Des choses qui sont très simples qu'on peut faire et appliquer dans notre vie. Exactement. On se retrouve à la salle de montage où l'on finalise toutes nos émissions. Il y a certainement un lien à faire entre le stress et la consommation de drogue. La consommation de drogue qui était le sujet de notre 5e émission. Et je peux vous dire qu'on en a appris pas mal avec notre invité. Il y a un autre drogue qu'on n'a pas parlé qui est au travers de ça, mais c'est les fameux Red Bull, Guru, toutes ces choses-là. Oui. La dépendance, c'est exactement la même chose. On cherche la sensation, on cherche à être Superman, mais en fait, ça ne dure pas. Il n'y a rien qui est permanent. Donc, puis en plus, maintenant, c'est tout mélangé avec d'autres drogues. Puis la caféine. Ben oui. Ah oui, ou l'alcool. L'alcool et le Red Bull. Exact, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup. Hein. Exact. Moi, je pense que dans n'importe quoi, que ce soit du coaching, conférence, n'importe quoi, ça passe par l'éducation. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça cause en moi, que ça peut être néfaste, puis aussi d'accepter qu'aujourd'hui, j'ai ça présentement, et tu as marqué un bon point, ça part d'une intention. Je veux vraiment m'en libérer. Puis d'accepter que j'ai peut-être pas tous les outils puis toute la force pour le libérer, mais je vais aller les chercher, je vais les acquérir, je vais les développer. Puis tranquillement, pas vite, grâce au changement, je vais vraiment me libérer de... C'est la dépendance à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, au gourou. Tu sais, je dis ça parce que moi, j'ai eu longtemps la dépendance au Red Bull, les gourous. Écoute, j'en prenais 2-3 par jour là, pendant un certain temps. C'est pour ça que je ramène ça. Mais c'est la même affaire. Il faut accepter, OK, oui, peut-être que j'ai un problème, puis peut-être que ça me... Puis comprendre les causes que ça fait. C'est toujours une question de cause à effet, cause à effet. Dire, est-ce qu'avec la vie que je veux vivre, c'est favorable pour moi ou c'est défavorable? Si c'est défavorable, qu'est-ce que je peux faire un pas à la fois? La première fois qu'une personne touche à la drogue, est-ce qu'il regrette ce moment-là de sa vie? Parce que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de personnes qui sont dépendantes à de la drogue, mais même à de la cigarette, qui disent « j'ai regretté le jour où j'ai commencé à fumer ». La première cigarette, je l'ai encore sur le corps. Vois-tu, je trouve ça drôle. Parce que c'est pas avec une première cigarette que tu deviens dépendant. C'est le après, le après, le après. Après une cigarette, t'es pas dépendant, t'aimes même pas le goût quand c'est la première fois. Fait que c'est le... Mais justement, il regrette cette première cigarette qui a fait Parce que c'est le départ, c'est comme ça que ça commence. Ça commence avec une, après une deuxième, une troisième. Fait que oui, en quelque sorte, t'as raison. Ils peuvent sûrement regretter la première parce que c'est ce qui a amené à la deuxième puis aux autres cigarettes. En même temps, c'est vraiment une suite de réactions qui a causé un conditionnement. Exact. La sexualité chez les jeunes, un sujet tabou qu'on a traité à notre 6e émission. Suite à notre question de la semaine, qui devrait s'occuper de l'éducation sexuelle des jeunes? On a eu plusieurs réponses, notamment celle de Sébastien qui dit « À mon avis, les responsables de l'éducation sexuelle des jeunes sont la famille, l'école et l'entourage. » Voici les meilleurs moments de l'émission. C'est une responsabilité qui est un peu commune et souvent les parents lancent la balle à l'école, l'école relance la balle aux parents. Donc,
c'est sûr que, comme j'ai nommé tantôt, quand on n'est pas à l'aise en tant que parent, on aimerait bien ça que l'école s'en occupe. Mais donc, c'est pas que à l'école de s'en occuper, puis c'est pas uniquement aux parents, mais le parent, lui, il commence dès le jeune âge de l'enfant. Puis l'école aussi, parce que l'école, c'est un endroit où il y a l'enseignement, l'éducation de tous les niveaux. Puis l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui fait partie de la vie humaine des individus. Donc, on a toute une sexualité. Le fait de ne pas en avoir, c'est, dans le fond, de vivre quelque chose aussi. Alors, je pense qu'il y a moyen d'intégrer. C'est sûr que moi, dans mon rêve ultime, ce serait qu'il y ait un cours d'éducation à la sexualité comme il y a un cours de français, de maths, et ça qui nous suit tout au long de notre vie, parce que ce serait l'éducation à la vie humaine. C'est pour ça qu'il faut vraiment les encadrer dès le secondaire pour que, justement, qu'il y ait des intervenants qui viennent dans les milieux scolaires, qui viennent pendant les cours en parler pour qu'ils sachent c'est quoi, pas qu'ils se fient juste à la télé, aux scènes pornographiques. C'est pas juste ça, la sexualité, là. C'est un sujet très, très vaste. De façon générale, les jeunes, quand je vais dans les écoles, savent que la pornographie, c'est pas la réalité. Ils sont capables de le nommer. Mais après ça, à quel point, quand ils regardent, ça n'influence pas leur propre comportement sexuel. Après ça, quand eux ont des activités sexuelles, c'est là des fois où on sait pas où la limite, elle est. Parce qu'en même temps, ils sont inspirés, ils sont curieux, puis ça fait partie de l'adolescence d'être curieux. On veut savoir ce qui existe. Avant l'Internet, il y avait les films dans les vidéos qu'on devait louer si on avait 18 ans et plus. Il y avait Bleu Nuit qui était tout embrouillé, un super écran. Donc, l'accessibilité à ça était moindre. Là, dans un très jeune âge, on peut voir ces images-là qui peut être très troublante parce que quand on parle de pornographie, là, c'est pas juste une activité sexuelle très standard avec un homme et une femme. Non, il y a beaucoup de choses qui existent. Et c'est souvent ces extrêmes-là qui sont plus dangereux pour les adolescents parce que là, ça correspond pas du tout à une sexualité classique de la population en général. On se retrouve dans une deuxième salle de montage. Notre 7e émission portait sur l'estime de soi. Comment développer notre estime de soi? C'est la question qu'on a posée à nos intervenantes et à nos collaborateurs qui étaient là. Et on a appris qu'il y a plusieurs moyens assez originaux de développer notre estime de soi, comme développer l'estime de soi par la créativité. C'est extrêmement intéressant. Je vous laisse écouter. Il y a plusieurs spécialistes, plusieurs conférenciers qui disent « Regardez, il y a des techniques qui sont précises qu'on peut faire le matin, le soir, très, très cartésien comme technique. » Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Pour avoir une meilleure estime Pour avoir une meilleure estime de soi, comme écrire des mots sur le mur. Puis ils en parlent beaucoup des 10 premières minutes de la journée parce qu'ils influencent le reste de la journée. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y en a qui récitent des textes chaque matin quand ils se lèvent, qui écrivent beaucoup leurs objectifs, entre autres. Moi, je dirais d'avoir je prône beaucoup ça, là, au niveau de l'estime de soi par la créativité. Vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui marche. Mais la créativité, je veux vraiment démystifier le fait que c'est pas nécessairement de dessiner. C'est vraiment, quand on est créatif, on est dans une zone où est-ce qu'on va mousser un peu notre potentiel qu'on a, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça peut être l'écriture, ça peut être la musique, ça peut être la cuisine, ça peut être le dessin. C'est vraiment varié. Dans les trucs spécifiques, entre autres, c'est sûr que le matin, il y a les pages du matin qui est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup. C'est d'écrire spontanément pendant 20 minutes ou 3 pages. T'écris. Puis tout ce qui sort, c'est un peu une vidange de ce qui se passe en dedans. Ça défoule, mais ça l'amène aussi de la clarté dans ce qui se passe en dedans. Donc, ça fait en sorte que tu pars ta journée, que c'est plus clair, puis tu peux partir ta journée avec une intention aussi. Mais aujourd'hui, je vais me surpasser. Tu sais, d'être conscient de la zone d'inconfort, d'une limite qu'on vit, puis de dire, bon, mais aujourd'hui, je vais faire juste un petit pas pour arriver à surpasser ça. Puis ça peut être autant d'aller faire une présentation dans un oral, ça peut être une entrevue qu'on prépare, ça peut être d'aller parler à un ami, de dire quelque chose à un ami, ça peut être tellement varié. Le petit pas qu'on a à faire, il est personnel, on a chacun nos limites à nous.
On se retrouve présentement dans les studios de tournage. Comme vous pouvez le voir, on est en train de démonter le décor pour arriver avec un nouveau décor la saison prochaine. À notre émission qui portait sur la spiritualité, on a accueilli une invitée qui nous a fait des révélations assez surprenantes, comme vous pouvez le voir. Nous a raconté ça. On aimerait ça. Tu me racontes ton histoire avec la relation avec l'Église, que tu avais une relation particulière. Hein? C'est ça. Bien, c'est que l'Église et le sexe, ça semblait pas aller ensemble. Ça avait l'air que le bon Dieu voulait pas qu'on jouisse. Et j'entendais pas beaucoup de femmes dire qu'il y avait des jouissances. Okay. Et c'est ça. Moi, j'ai sorti pendant 3 ans et demi avec un garçon, puis on n'a jamais fait l'amour. Là, c'était impensable. Disons, quand lui, il ne pouvait pas, il s'arrangeait que je casse avec lui. Puis là, lui, les gars ne faisaient pas de péché, mais nous autres, c'était... Les femmes... Mais c'est encore même aujourd'hui, là. Aujourd'hui, une fille qui couche avec plein de gars, c'est une salope, mais un gas qui couche avec plein de filles, c'est un boss. On va se le dire. Un jour, j'ai osé me laisser toucher les seins. Et Pardon? J'ai osé, après 3 ans de fréquentation, me laisser toucher les seins. Et là, mon chum de l'époque me dit, il faut aller à la confesse, c'est mal, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je suis allée à la confesse et le prêtre qui me connaissait très, très bien, je restais à côté de l'église. Et je dis, mon père, je m'accuse de m'être laissé toucher les seins, mais il fallait avoir le ferme propos de pas recommencer. Alors, comme je suis franche, j'ai dit, je sais, je vais le faire encore parce que j'aime ça. Vous aviez quel âge? J'avais 23 ans. OK, quand même, 23 ans. Oui. Mais tu sais, moi... Toi aussi, tu vas à l'église pour ta part? Non, pas vraiment. C'est un peu différent, mon histoire. Ouais. Mais les effets que ça a, la spiritualité, pour moi, c'est des effets très positifs parce que j'ai quand même découvert ça assez tard. Bien, j'étais encore jeune. Le monde dit, tu le découvres jeune. Il y en a qui le découvrent à 30, 40, 50 ans. Ça fait environ 2 ans que je l'ai découvert à travers que ce soit ma relation avec Dieu, que ce soit ma méditation quotidienne que je fais, ma croissance personnelle, quand je lis des livres, quand j'écoute de la méditation guidée. Pour moi, ça a un effet positif parce que ça me permet de croire, en quelque chose, de croire en moi et d'avoir une bonne routine aussi. Des habitudes, développer des habitudes de vie, exact. Ouais. Puis, comme je l'ai dit en début d'émission, ça me permet d'avoir un équilibre aussi. Donc, c'est des effets très positifs que ça a pour moi. On se retrouve présentement dans les coulisses de notre émission et l'un des sujets de notre émission a été évidemment les médias sociaux. Quels sont les risques mais aussi les avantages de l'utilisation de ce nouveau média? Comment les médias sociaux ont changé votre vie à vous? Je commence avec Cédric. Bien, moi, je pense que ça a beaucoup changé ma vie dans toutes mes sphères. Ma famille, en premier, parce que... oui, la famille! Oui, oui, parce que ma mère vient du Venezuela, donc j'ai beaucoup de famille qui est au Venezuela et aussi en Europe. Donc, les médias sociaux, ça m'aide à communiquer avec eux, par exemple Skype et Facebook. Je peux rentrer en contact beaucoup plus souvent avec eux qu'avant, parce que moi, quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 5-6 ans, c'était juste le téléphone puis c'était longue distance. Là, aujourd'hui, ce que les médias sociaux apportent, c'est que ça me permet de rentrer en contact plus souvent avec ma famille. Mais de manière efficace aussi, un bon moyen de communication. Oui. Aujourd'hui, on peut télécharger des applications et texter partout à travers le monde ou appeler quelqu'un gratuitement. Oui. Mais il y a des personnes qui écrivent tout là-dessus. Là, c'est pas juste les photos, là. Là, on retrouve leur numéro de téléphone, leur adresse, leur ville. Numéro de téléphone, là, ça, c'est tout ce qui est là. Ça, est-ce que ça peut être dangereux pour eux par rapport à leur sécurité? Parce que c'est carrément pour la fraude, là, c'est incroyable. C'est une base de données incroyable. Oui, vraiment. C'est ça, aux nouvelles, on voyait le couple qui était parti en voyage, qui l'avait mis sur Facebook, mais il y avait tous leurs renseignements, puis ils se sont fait cambrioler. Ouais. Classique. Ouais, ça, c'est le meilleur exemple de choses qui arrivent probablement souvent. Tu dis à tout le monde que tu t'en vas pour une semaine et ton adresse est sur Facebook. Puis même si ton adresse n'est pas là, les photos que tu prends, par exemple, de ta maison, si tu ne désactives pas l'option ou dans ton iPhone, par exemple, la localisation géographique exacte d'où a été prise la photo est enregistrée. Il y a des logiciels qui sont capables de prendre cette information-là. Mais on n'a pas besoin de logiciel. Hein? Ça te lit sur Facebook, par exemple. Si tu discutes sur messagerie instantanée, ça le dit on va. C'est ça, tout Chambly, Montréal... Exact. Puis, mais tu peux avoir dire non à ça. Exact. Ça, tu peux dire non à ça. Moi, c'est ça, c'est qu'il faut dire non.
Facebook, lui, il change souvent ses règlements, il devient plus ouvert. Il faut que tu ailles toi dire non, je vais être plus fermé. Lui essaie toujours de rendre les choses de plus en plus ouvertes. C'est la responsabilité de l'utilisateur, en fait. Quand tu t'inscris dans un réseau social, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram... Ils te le disent si tu lis le gros paragraphe qui est écrit en tout petit que la plupart du monde ne lise pas. Tu vas voir là, qu'ils disent qu'ils sont pas responsables de rien. Non. On a parlé dans nos 2 dernières émissions de politique et de sport. Déjà là, ça se ressemble un peu. En politique, on avait une invitée de marque, Léo Bureau-Blouin, qui est venue nous rendre visite dans nos studios. Et en sport, on avait avec nous dans les studios des pilules que les jeunes prenaient pour se gonfler les muscles. J'ai apporté de la créatine. Et c'était pas surprise. Tu sais c'est quoi de la créatine, évidemment? Oui, il y a des suppléments. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'y connais bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un supplément pour aider les personnes qui veulent performer un petit peu au-delà de leur capacité, en fait, parce que si tu as besoin de prendre des suppléments, c'est parce que tu veux apporter... C'est une aide ergogénique qu'on appelle dans le domaine du conditionnement physique. Et ça peut aider au niveau des filières énergétiques, donner un petit peu plus d'énergie pour performer en force et en puissance. Mais ça fait pas qu'aider, là. J'ai vu des personnes qui ont eu des problèmes au dos, ça crée des boutons, puis c'est de l'eau, je pense. C'est pas de l'eau dans les muscles? Ça va en fait... ça les gonfle. Un effet secondaire, c'est la rétention d'eau. Et il faut faire attention aussi si on fait une activité cardiovasculaire parce que justement, au niveau du cerveau, des fois, il peut y avoir des effets. Donc, ça demeure toujours un choix personnel, la supplémentation, lorsqu'on fait de l'exercice physique. Mais c'est pas un besoin essentiel. Et je vous dirais des fois qu'une fois qu'on embarque dans le cycle, de prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est un petit peu comme consommer une boisson énergisante. Bon, bien, c'est sûr qu'on va être plus focus, plus à l'affût, mais est-ce vraiment nécessaire? Il faut toujours se poser la question de l'action qu'on pose, quelle répercussion va-t-elle avoir à long terme? C'est pas très in de parler de politique dans une cour d'école. Bien, ça dépend. En même temps, souvent, la politique, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par politique. Tu sais, les gens vont parler d'environnement, les gens vont parler de transport en commun, vont parler des enjeux internationaux. Souvent, les gens ne mettront pas l'étiquette politique sur ces discussions, mais les jeunes, comme les gens plus âgés, vont discuter au jour le jour d'enjeux qui touchent leur ville, qui touchent leur pays, leur continent, peu importe. Et moi, une des explications... pourquoi peut-être certains ne s'intéressent pas ou ne suivent pas beaucoup la politique, c'est quand on ouvre le téléjournal le soir pour écouter les infos, bien, souvent, veut pas, c'est une suite de la veille. Hein. On va parler de sujets qui se sont passés la veille, l'avant-veille, on va faire référence à des notions historiques. Et c'est un peu comme quand tu ouvres la télévision, puis tu es à l'épisode 23 d'un téléroman dont tu as manqué les 3 premières saisons, c'est difficile. Donc, en tant que jeune, quand tu n'as pas le bagage historique, quand tu n'as pas nécessairement... Et quand à l'école, on n'en parle pas beaucoup, des fois, tu ouvres la télévision, puis tu as l'impression que finalement, tu comprends rien. C'est qui, lui, qui parle? De quoi est-ce qu'il parle? Donc, je pense qu'il faut revenir des fois un peu à la base, puis peut-être prendre le temps d'expliquer, de ne pas prendre pour acquis que les gens connaissent tout. Et souvent, on parle de choses négatives dans les médias, donc ça n'aide pas pour le jeune qui veut s'intéresser au moins ou qui fait des efforts pour s'intéresser à la chose politique. Il y a quelque chose, quelqu'un l'a dit, la citoyenneté. C'est quoi ça, la citoyenneté? Il y a derrière ces mots-là ce qu'on appelle le sens critique. Le sens critique, peu importe si on regarde l'émission d'hier ou d'aujourd'hui dans les nouvelles, est développé de façon naturelle quand on a tendance à critiquer quelque chose de façon positive ou négative selon nos valeurs, selon nos convictions. Je pense que l'éducation d'aujourd'hui a le mandat, même l'obligation, de forcer dans l'éducation ce type de sens critique-là qui puisse rentrer dans la sphère politique. Parce que la sphère politique, c'est un système extrêmement complexe, que ce soit au niveau des députés, on est chanceux d'avoir un député si jeune, mais que ce soit aussi à l'intérieur des conseils d'administration. Mais comme c'est tellement compliqué, il faut apprendre à développer ce sens de citoyenneté et de réappropriation du milieu, peu importe où ce qu'on est, à l'école, au quartier, dans la ville ou dans la province. Génération Z, on s'exprime est une émission qui est de plus en plus écoutée. Merci d'avoir été là. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et je vous dis à la saison prochaine. Bon, là, je dois y aller parce qu'une émission, ça se fait pas tout seul, hein?